Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, alors aujourd'hui, donc, on va corriger la fiche d'exercice numéro 7 qui porte sur les monopoles. Donc, on a 3 exercices qui sont assez simples. Ok, donc ça ne devrait pas durer. Alors, arrêtez-moi chaque fois que vous avez des questions, comme d'habitude. Donc, l'exercice 1, c'est le cinéma de College Town qui vend ses tickets à deux types de clients. Ok. Donc, il y a les étudiants et les professeurs. Oups, il y a Pro qui a sauté. Il y a 900 étudiants et 100 professeurs en ville. Et chaque élève est prêt à payer un ticket de cinéma jusqu'à 5 dollars. Alors que chaque professeur est prêt à payer pour un film le ticket jusqu'à 10 dollars. Alors, chacun n'achètera qu'un seul ticket. Le coût marginal par salle de cinéma pour l'organisateur est constant, égal à 3 dollars. Il n'y a pas de coût fixe. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une place supplémentaire, si l'organisateur veut, je sais pas, prendre des chaises ou bien les places pour les clients, donc chaque place va lui coûter 3 dollars. Chaque place lui coûte 3 dollars. Alors, la première question, c'est supposons que le cinéma ne puisse pas faire de discrimination de prix entre les étudiants et les professeurs. Et si le cinéma facture 5 dollars, combien vont acheter les tickets et quel sera le profit du cinéma? Quel sera le surplus du consommateur? Alors, donc, si c'est 5 dollars, on sait que les étudiants sont prêts à payer aussi 5 dollars, les professeurs sont prêts à payer jusqu'à 10 dollars. Donc, 5 dollars aussi, ça les arrange. Donc, tout le monde va pouvoir payer le ticket. C'est-à-dire les 900, excusez-moi, les 900 étudiants plus les 100 professeurs. Donc, ça fait 1000. Donc, il y aura 1000 personnes qui vont pouvoir acheter au prix de 5 dollars. Donc, ça va faire au total 5 000 dollars de recettes avec comme coût, donc 3 fois 1000 aussi, parce que chaque client revient à un coût marginal de 3 dollars. Donc, le coût total serait donc de 3 000 dollars, 3 fois 1000. Et donc, le bénéfice sera alors de 2 000 dollars. OK? Alors, c'est ce que j'ai dit. Si le cinéma facture 5 dollars par billet, les étudiants et les professeurs achèteront des billets. Le cinéma vendra alors 1000 tickets, donc pour les 1000 clients, donc étudiants et professeurs, au prix de 5 dollars chacun. Et le coût par billet de cinéma étant de 3 dollars, son bénéfice est de 2 dollars par ticket. Okay, donc, c'est plusieurs manières de calculer le bénéfice. Vous pouvez calculer le bénéfice par ticket. Vous multipliez par le nombre total donc, de tickets. Donc, ce que je fais ici, donc pour un bénéfice total lors de 1000 fois 2 dollars, donc ça donne 2000 dollars. OK? Et ici, on voit bien que les étudiants, ils sont prêts jusqu'à payer, ils sont prêts à payer jusqu'à 5 dollars. Et comme le prix est 5 dollars, donc c'est comme s'ils n'ont pas vraiment de surplus. Hein. Alors que le professeur était prêt à aller jusqu'à 10 dollars le ticket et maintenant qu'il les achète à 5 dollars, c'est comme s'il gagne 5 dollars comme surplus. Du coup, le surplus pour les étudiants serait de 0 dollars, le surplus pour les professeurs serait donc de 500 dollars, ce qui fait un surplus total de consommateurs de 500 dollars. OK? L'exercice 2. Si le cinéma facture 10 dollars, combien achèteront le ticket et à quel prix? Quel sera le profit du cinéma, enfin, de l'organisateur et quel sera le surplus pour les consommateurs? Alors ici, c'est 10 dollars. Il est clair que les étudiants ne pourront pas s'acheter vraiment ce ticket parce que le prix est au-delà de leur disposition à payer, qui est de 5 dollars. Donc les étudiants ne peuvent pas. Seuls les professeurs vont pouvoir acheter le ticket. Ils sont au nombre de 100. OK? Donc, donc les recettes totales devraient être donc 100 fois 10, donc ça fait 1000 dollars. Et le coût total sera donc de 3 fois 100, donc 300 dollars. Et donc le bénéfice sera alors de 700 dollars. Vous pouvez encore faire l'analyse comme précédemment en calculant le bénéfice sur chaque ticket. Donc si le ticket se vend à 10 dollars et que le coût par ticket c'est 3 dollars, donc ça veut dire qu'on a 7 dollars par ticket comme bénéfice. Et donc s'il y a 100 clients, donc au total ça ferait alors 700 dollars comme étant bénéfice pour l'organisateur. Alors, ce qui concerne le surplus, les étudiants n'ayant pas pu acheter les tickets, ils ne seront pas comptabilisés dans le surplus parce que le surplus est nul. Aussi, en même temps, les professeurs qui sont disposés à payer le ticket
à un prix de 10 dollars et qu'il achète finalement à 10 dollars n'a aucun surplus. Du coup, le surplus total alors serait de 0 dollars. Donc, professeurs et étudiants combinés. D'accord. J'espère que je ne vais pas trop vite dans mon explication. Donc, ça paraît quand même être très, très intuitif. Alors, pourquoi est-ce C'est juste que que... pour le surplus du consommateur, on ne l'avait pas vraiment vu comme ça, mais ça fait du sens là, quand on y pense. Là. Oui, Euh, le surplus tel que vous l'avez vu, bon, oui, quand on en mhm. parle, je vais aborder ça. Le surplus tel que vous l'avez vu, c'est Alors, en graphique, c'est ça que tout le exactement. monde. Donc, je vais vraiment expliquer l'intuition pourquoi on le fait comme ça. Euh, disons, voilà, ça, la demande. Et ça, c'est l'offre. OK, c'est parfait. Alors, voici ce qui se passe. Ça, c'est le prix d'équilibre. Ah, donc, on supposait ça. P étoile. OK. Ce qui se passe, c'est que quand vous voyez cette courbe de demande, ça traduit vraiment pour telle quantité, quel est le prix qu'on est prêt à payer. OK. C'est-à-dire que chaque point sur cette courbe traduit on va voir ça en termes de nombre de personnes. OK. Supposez que la quantité ici, c'est le nombre de clients qui pourraient acheter le ticket à un prix donné. Donc, plus le prix augmente, c'est qu'il y a peu de personnes qui sont disposées parce qu'il y a certaines personnes qui, qui sont moins riches, donc ils sont moins disposés à acheter à un prix très élevé. Donc, si le prix augmente, le nombre de personnes qui sont prêtes à payer pour ce prix-là diminue. Donc, quand le prix diminue, le nombre de personnes qui sont prêtes à acheter le même bien pour ce prix-là va augmenter. Okay? C'est ce qui traduit vraiment cette courbe de demande. Alors, donc, si le prix s'installe à ce niveau, ce qui se passe, c'est que supposez que le bien, c'est toujours un ticket de cinéma. Alors, ça veut dire que, vous voyez, vu que le prix est à ce niveau, alors tous ceux qui sont disposés à acheter le bien pour un prix plus bas ne pourront pas l'acheter. Ça, on est d'accord? Est-ce que, est-ce que vous me suivez? En fait, monsieur, j'aurais une petite question. Ok, posez la Dans question d'abord. cet exercice-là, est-ce que la courbe de la demande serait vraiment comme ça, avec une pente constante? J'ai l'impression que ça serait Euh, avec une cassure. non, c'est pas vraiment la courbe de la demande pour les tickets, hein, parce que on nous a pas donné même une courbe de demande. Vous voyez, c'est vraiment, Oui, je comprends. Même c'est si un on veut, escalier. par exemple, le représenter exactement, c'est ça que je me disais. Ok. Ouais, Ça c'est un devrait être un escalier. escalier. Ouais, l'autre, c'est un escalier. Ok, parfait. Mais je veux vraiment expliquer, c'est-à-dire que l'idée, l'intuition qui est derrière vraiment le calcul graphique que vous avez fait, donc en essayant de trouver l'aire de ce triangle-là, je vais vraiment expliquer l'intuition qui est derrière en fait. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que si le prix est ici, c'est que ceux qui étaient prêts à acheter le ticket pour un prix plus bas ne vont pas l'acheter. Donc, il n'y aura pas de surplus pour eux. Maintenant, il y avait des clients qui étaient prêts à acheter le ticket à des prix plus élevés. Donc, tous ceux qui étaient prêts à l'acheter pour les prix plus élevés que le prix qu'on le vend maintenant, ceux-là, ils vont pouvoir l'acheter à ce prix. Donc, pour quelqu'un qui était prêt à l'acheter à ce prix, qui est ici, il aura un gain de cette distance. Ça, c'est pour une personne. Et maintenant, ils sont combien dans le fond? Combien de personnes étaient prêtes à l'acheter pour ce prix? Donc, ils sont... Comment je vais l'expliquer?
le nombre de personnes qui sont prêtes à acheter pour ce prix, ça correspond à 7. Bon, ici, c'est continu, ce n'est pas des points, mais ça correspondra donc à cette quantité. Ben, dans le fond, l'intuition qu'il faut développer, c'est juste de dire que le surplus du consommateur, si on nous demande le surplus du consommateur, ça va toujours être le prix que les consommateurs sont prêts à payer, moins le prix qu'ils paient réellement, multiplié Exactement. par la quantité de clients, ben, la quantité de billets ou de clients qui achètent un billet, par exemple. Exactement. Mais le problème, c'est que là, ce n'est pas comme si tous. Vous voyez, si vous prenez celui-ci, parce que, parce que là, vous allez prendre quel prix, par exemple? Vous allez prendre. Il y a plusieurs prix qui sont. C'est-à-dire, ils sont prêts à payer pour plusieurs prix, en fait, ici. Donc, de P étoile jusqu'ici, au prix maximum qu'il y a ici. Donc, vous voyez? Donc, c'est vraiment cette intuition-là, mais pour chaque niveau. C'est-à-dire que, voilà, disons que je vais prendre un prix quelconque, je vais le noter en rouge. Je vais prendre un prix quelconque, je vais mettre P. OK? Alors, il y a les consommateurs de type P, c'est-à-dire que leur surplus serait alors P moins P étoile. Oups. OK? Le tout multiplié par, d'après ce que Antoine a expliqué, multiplié par la quantité. Donc, ils sont au nombre de combien qui vont acheter ça au prix P étoile. Ils sont au nombre de Q étoile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sûr? Ça serait pas l'endroit où en fait Ah oui, le... ah oui, ah oui, désolé. C'est-à-dire ici, n'est-ce pas? Oui, exactement. Merci bien. Merci beaucoup. Donc ça, c'est Q. Voilà. Donc ça va faire P moins P étoile fois Q. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce P, c'est-à-dire il y en a plusieurs IA de manière continue, donc entre P étoile jusqu'à ce niveau. Ce qui fait que on va faire ça, on va faire la somme. OK? Donc vous allez additionner donc de P étoile jusqu'à ce niveau, P max. Je vais le faire et puis bon, ceux qui vont le comprendre, je pense que c'est correct. Je vais mettre P max en bleu. Ok, je vais mettre barre en haut. Donc, on va faire une somme en fait, donc, où le P en rouge va varier donc de P étoile jusqu'à P en haut. P bar. Alors ça, quand on fait ça en mathématiques, on appelle ça intégrale. Vous connaissez ça? Alors, ça va faire donc P étoile à P bar D dp. OK. Voilà. Donc, c'est un peu cette courbe-là. Du coup, quand vous essayez de calculer ça, vous allez voir que ça vous donne en fait l'air. Parce que parfois aussi, en mathématiques, l'intégrale, c'est l'air de la partie comprise donc entre la courbe de P et la courbe de P étoile. OK. Donc, ça va faire donc de P étoile à P bar en haut, donc d'ici à ici. Et cette courbe qui est vraiment la demande. OK. Et ça, donc c'est pour ça qu'on calcule cette R-là, ce qui n'est rien d'autre que l'intégrale. C'est l'intégrale donc de P étoile, okay, à P de Q. Okay, donc P moins P étoile fois Q. Et ça, c'est pour une zone continue. Mais vu qu'on est dans un contexte ici où on n'a pas beaucoup de... Il y a pas, la fonction est discrète, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux niveaux. Donc, ce qui fait qu'on les calcule juste pour un seul. Donc, il y a 100 professeurs, on fait 100 multiplié par le surplus. Il n'y a pas de somme. Okay? Il n'y a pas une somme. On prend juste le prix
qu'ils sont prêts à payer, c'est 10 $, moins le prix auquel on leur vend, 5 $, multiplié par combien ils sont ceux-là qui étaient prêts à payer pour 10 $, c'est Q. Donc, c'est 100 professeurs. Alors, donc, c'est ça qui fait le surplus. Par contre, s'il y avait aussi les étudiants qui avaient un surplus, on allait faire aussi pour les étudiants. Donc, on va prendre peut-être, supposer que les étudiants étaient disponibles à payer ça à 5 $ et que le prix était 3 $. Donc, ça va faire 5 moins 3 $ multiplié par les 900 étudiants. Donc, c'est cette somme, en fait, continue qui fait qu'on finit par trouver, en fait, une R qui est assurée. OK? Je ne sais pas si c'est clair pour ceux qui ont suivi. Hein. Ça va? Oui, bien sûr. OK. Merci. Alors, donc, ce qui fait que ici on le calcule vraiment pour deux groupes seulement. Donc, c'est vraiment très simple, quoi. Donc, c'est toujours le même concept, sauf qu'ici, c'est trop simple. Alors, la troisième question, en fait, la troisième question est le but de la question et le but de l'exercice d'ailleurs. Parce qu'on veut voir, OK, comment la discrimination de la clientèle peut influencer les prix de vente ou bien les recettes. Pourquoi ce n'est pas avantageux d'afficher le même prix pour tout le monde quand les clients sont différents. Donc, pour le même produit, on peut le vendre plus cher comme plus bas. Okay? On peut vendre le même produit, on peut changer juste l'étiquette et les riches vont toujours se diriger vers donc, les produits qui coûtent plus cher. Les pauvres vont prendre ce qui coûte moins cher parce que il y a un signal qu'on envoie aussi souvent, c'est le fait que la qualité est synonyme du prix ou bien les prix reflètent la qualité. Donc, une augmentation donc, du prix, vu qu'il y a certains qui sont disposés à l'acheter pour ce prix-là, on peut designer le produit juste pour eux. Et puis pour un autre type de clientèle, on va mettre le produit de telle sorte que eux aussi vont prendre ce bien-là. Maintenant, dans cela, il y a ce que vous verrez plus tard pour ceux qui sont en économie, l'aléa moral ou bien la sélection adverse. Donc, parfois, le riche, sachant que le pauvre a le même bien que lui et qu'il a un prix plus bas, tous les riches vont aller prendre ce qui est le bien qui a le plus bas. Donc, dans ça, on continue. Donc, on va encore faire en sorte que s'il vient choisir, on va mettre une petite différence donc, entre les deux biens, quoi qu'ils sont égaux, mais on va mettre une petite différence de telle sorte que s'il vient choisir ce bien, ça lui procure moins d'utilité que de choisir celui qui lui est destiné. Donc, ça, vous le verrez plus tard. Ça s'appelle l'autosélection ou bien sélection adverse. OK? Et puis, bon, son second, c'est l'aléa moral, les problèmes d'aléa moral et tout, que vous verrez plus tard. Alors, la question ici qui est posée, c'est supposons maintenant que le cinéma puisse pratiquer une discrimination de prix entre étudiants et professeurs en exigeant des étudiants de présenter leur carte d'étudiant. Si le cinéma facture aux étudiants 5 $ et aux professeurs 10 $, quel profit le cinéma fera-t-il et quel sera le profit, le surplus du consommateur? Bien entendu, on sait que le surplus du consommateur sera zéro parce que chacun paye vraiment au prix auquel il est disposé à payer. Sauf que la différence ici, c'est que l'organisateur du cinéma va avoir quand même un très grand nombre de clients et en même temps, il va pouvoir soutirer le surplus de chacun. Okay, donc, si le cinéma facture aux étudiants un prix de 5 $, il vend 900 billets à profit de 5 moins 3 $, égal à 2 $ chacun pour un profit de vente aux étudiants donc de 900 fois 2 $, donc 1800 $ sur l'ensemble des étudiants. Donc, il va faire 1800 $ sur l'ensemble des étudiants et il va faire 10 $ fois 100 billets qui est égal à 1000 moins 3000, donc 700 $ sur l'ensemble des professeurs, ce qui lui reviendrait donc à un profit total donc de 2500 $. Étant donné que chaque client est facturé exactement à sa volonté à payer, il n'y a pas de surplus du consommateur. OK? Donc ici, on retient vraiment la discrimination du prix est profitable vraiment pour le vendeur, bien le monopolaire, et aussi que
quand on est monopole, on peut décider vraiment du prix auquel on veut vendre le bien. On a une certaine marge sur le prix. Ici, vraiment, c'est dans un cadre discret. Pourquoi je dis dans un cadre discret? C'est qu'on a deux types de clientèle et on a trois types de prix possibles. Okay? On met un prix le plus bas, ou on met un prix le plus élevé, ou on met un prix pour chaque personne. Okay? Donc, le monopoleur va analyser ces trois situations et puis va choisir la situation qui l'arrange. Dans le premier cas, son surplus total est de $2 000. Le deuxième cas, son surplus total est de $700. Et le troisième cas, son surplus total est de $2 500. Donc, lui, il va choisir juste le prix qui va maximiser son profit. Okay? Donc, le prix qu'il va choisir ici, ce serait un prix de $5 pour les étudiants et $10 pour les professeurs. Alors qu'en concurrence pure et parfaite, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le prix qui est sur le marché, c'est un prix qui est déjà déterminé par la fonction de coût. Parce que tout le monde sait qu'à l'équilibre, le prix serait égal au minimum du coût total moyen. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là? Parfait. Alors, l'exercice 2, il nous dit qu'en France, le marché de l'eau de bouteille est contrôlé par deux grandes entreprises, Perrier et Evian. Et chaque entreprise a un coût fixe de 1 million d'euros et un coût marginal constant de 2 euros par litre d'eau en bouteille. Le tableau suivant donne la liste donc, de la demande d'eau en bouteille en France. Donc, ça, c'est pour toutes les deux entreprises. Okay, donc, si... Qu'est-ce que tu veux dire par quantité de ballons produites? Quantité de bouteilles. De bouteilles, OK. Parce que c'est marqué ballon. Où est-ce que je l'ai mis, là? Juste dans le tableau. Dans la zone grise du tableau. C'est bouteille. OK, désolé. Donc, si le prix de la bouteille est de 10 euros, ben, il n'y a personne qui demande. En fait, je pense que j'ai dû copier l'exercice pour le code parce que je fais l'exercice dans un logiciel. Donc, c'est des codes que je tape. Donc, j'ai dû copier le même code, mais je n'ai pas eu changer le rôle ici. Donc, c'est la demande en bouteille d'eau. C'est la demande en bouteille d'eau. Le tableau suivant vous donne la liste de la demande d'eau en bouteille. Okay? Donc, quand le prix est 10 euros, il n'y a personne qui veut acheter vraiment des bouteilles d'eau. Okay? Quand le prix est 9 euros... j'ai une petite question aussi. Oui. Est-ce que j'imagine que la quantité que vous êtes en train de nous donner, c'est en millions de bouteilles? Oui. De 1 litre? OK, oui. C'est bon. Merci. C'est ça, c'est 1 million. C'est 1 million. Vous avez vraiment... Je devrais changer le titre et mettre en parenthèse million. 1 million. Donc, quand il y a 9 euros, il y a 1 million vraiment de personnes qui sont prêtes. Quand il y a le prix baisse, on voit que le nombre de personnes qui sont prêtes aussi à acheter des bouteilles d'eau augmente effectivement, ce qui est normal. Alors, petit 1, supposons que les deux entreprises forment un cartel et agissent en tant que monopole, c'est-à-dire que les deux s'unissent et font la même chose, c'est-à-dire vendent au même prix. OK? Donc, ici, c'est calculer le revenu marginal de l'entente. Le revenu marginal de l'entente, quels seront le prix et la production du monopole, en supposant que les entreprises répartissent la production de manière égale, quelle quantité chacune produira et quels seront les bénéfices de chaque entreprise. Alors, donc, on sait qu'il y a 2 euros par coût marginal qui est constant. On pourrait mettre une troisième colonne où on met les coûts parce qu'on multiplie juste par 2 fois 0, 2 fois 1 million, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5. Donc, ce sera les coûts. Okay. On pourrait en même temps aussi trouver les recettes totales. Donc, 9 fois 1, 8 fois 2, 7 fois 3 millions, 6 fois 4 millions. Donc, on aura aussi les recettes totales. OK? Et le monopole, ce qui va se passer, c'est que... OK, on dirait que j'ai fait le tableau. OK, c'est parfait. Donc là, j'ai fait le tableau ici. Prix de la bouteille d'eau, quantité de bouteilles en millions, le revenu total et puis le revenu marginal. OK? Parce que la question, c'est de quels sont
calculer le revenu marginal. Donc, vous savez, quand on dit revenu marginal, c'est le revenu supplémentaire qu'apporte une augmentation de la quantité d'une unité. OK? Donc, si le revenu total était de 9 millions d'euros, quand on produisait 1 million, maintenant qu'on produit 2 millions, le revenu total est de 16 millions. Alors, quel est le revenu marginal? Il faut faire 16 millions moins 9 millions, OK, divisé par 2 moins 1 million, donc divisé par 1 million. Donc, 16 moins 9, ça va faire 7 millions comme revenu marginal. Et on voit que le revenu marginal aussi est décroissant. La question qui suit, c'est de quels seront les prix et la production de l'entente. Donc, j'ai dit le tableau suivant calcule le revenu total et le revenu marginal pour le cartel. L'entente maximise le profit en produisant chaque fois qu'un revenu marginal est supérieur au coût marginal. OK? Donc, à chaque fois qu'on pourra faire mieux, supérieur au coût marginal, on pourra le faire, ou bien, je ne sais pas, vous pouvez comparer le prix. Vous pouvez comparer le prix avec le... attendez, si on prend le prix, on va le comparer. On continue de produire tant que, pour atteindre le sommet, tant que, pour maximiser le profit. Attendez, j'ai du mal à mémoriser, c'est pas mon habitude. Donc le profit, on avait dit que ça donne quelque chose donc de P. Bon, je vais pas mettre P, je vais mettre revenu total, recette totale, moins coût total. OK? Et on avait dit que le profit atteint son sommet en supposant quelque chose de ce genre. Donc le sommet ici, c'est que le profit est nul. OK? Non, la dérivée du profit est nulle ici. De ce côté, la dérivée du profit est positive. De ce côté, la dérivée du profit est négative. Donc, tant que la dérivée du profit est positive, on doit continuer jusqu'à ce que ça s'annule. Donc, si la dérivée du profit par rapport à quoi déjà? À la quantité qu'on produit est positive, alors on continue. OK? Alors, on doit continuer toujours à produire. Donc, ça veut dire que la dérivée donc des recettes, ça va devenir recette marginale. Recette marginale supérieure au coût marginal. OK? Ou alors le prix supérieur au coût marginal. C'est la même chose. C'est ça, hein? La recette marginale, ouais. Supérieur au coût marginal. OK? Parce que la dérivée de coût total par rapport à la quantité, c'est ça qui fait le coût marginal. OK, donc, tant que les recettes marginales dépassent le coût marginal ou bien le prix dépasse le coût marginal, on continue de produire. Donc, retournons voir ce que ça donne. Donc, pour ça, le revenu marginal, donc ici. Donc, ça va faire... ici, on est d'accord, hein? Donc, autrement dit, l'entente produit une quantité de 4 millions de litres et les vend au prix de 6 € le litre. OK? À ce niveau. OK? Parce que quand on tombe ici, on voit que le revenu marginal est plus petit que le prix. Est plus petit que la recette, le coût marginal. Le coût marginal, c'est 2. Donc, le revenu marginal, si ça donne 1, ça veut dire qu'on est de l'autre côté de la pente. Donc, on a dépassé le sommet. OK? C'est parfait. Donc là,
Si les entreprises se divisent la production à part égale, ça veut dire que chacun va produire alors 2 millions de litres. Et donc, les revenus de chacun seront alors de 12 millions d'euros. Et comme le coût fixe étant... il n'y a pas de coût fixe. Attendez. Ah oui, il y a un coût fixe de 1 million d'euros. Et comme le coût fixe étant de 1 million d'euros et le coût marginal de chaque litre est de 2 euros, alors on aura donc un coût total de combien là? Donc 2 euros fois 2 millions, ça fait 4 millions, plus 1 million, ça fait 5 millions. Donc le coût total sera alors de 5 millions, des recettes totales de 12 millions, donc on aura un bénéfice de 7 millions. Ouais, c'est bon? Donc chaque entreprise, donc Evian et l'autre, c'est qui déjà? Et Perrier, donc ils vont se partager donc chacun 7 millions d'euros, 7 millions d'euros. Bon, vous pouvez le faire autrement, vous pouvez calculer le revenu global et le bénéfice global, le coût global. Et puis après, bon, vous divisez par 2. Donc vous allez trouver 14 millions divisé par 2, ça fait 7 millions pour chaque entreprise. OK? Est-ce qu'il y a la manière dont j'ai calculé les choses, est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. C'est parfait. La question 2. Monsieur, Oui. en fait, je voudrais juste... Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Parce que on va vendre 4 millions de bouteilles à 6 euros. Mhm. Et là, on a un coût marginal par bouteille constant qui est 2 euros, plus 1 million en coût fixe. Ouais. Le profit, ça devrait pas être 15? Attendez. Normalement, c'est 4 millions. 4 millions fois 6, ça fait Ça fait 24. 24 moins. Mais en fait, je sais pas pourquoi vous avez fait 2 millions fois 6 euros au lieu de faire 4 millions fois 2 euros. Ouais, c'est ça. Si vous faites 4 millions fois 6. Oui, parce que là, je l'ai fait pour chaque entreprise, mais on peut le faire Ah, comme. d'accord, ok, oui, pardon, excusez-moi. Oh, oui, Oui, ok, ça c'est pour chaque entreprise. c'est ça. On peut le faire comme ce que vous dites. Là, bon, ça va faire. Oui, Victor, j'arrive. Ça va faire 4 millions, donc fois, fois le coût. Donc, 2 euros, ça fait 8 millions. 8 millions moins. Voilà. Allez, le coût fixe, maintenant, ce n'est pas 1 million, c'est 2 millions. Parce que chaque entreprise a un coût fixe de 1 million. Oui, 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 excusez-moi, j'avais mal lu la question, pardon. Ok, c'est parfait. Alors, Victor, oui. Oui, en fait, c'est parce que on sépare la production, mais on doit aussi séparer les coûts fixes. Donc, c'est pas 1 million qu'on enlève, c'est 0,5 million qu'on enlève par entreprise. C'est Non, ça non, qu'on non. arrive. C'est Parce que le les coût, coûts fixes, chaque, c'est les coûts. chaque Ah, entreprise. chaque entreprise a 1 million. OK, c'est C'est ça. ça. Mhm. OK, c'est bon. C'est Je parfait. pensais que c'était le coût fixe global de production. Non, non, non. OK. Alors, on va voir que le but vraiment de l'exercice aussi, c'est de voir si on a intérêt à rester dans l'entente ou à dévier vraiment de l'entente, quoi. Donc, la question 2. Supposons maintenant que Perrier décide d'augmenter sa production d'1 million de litres et vient ne change pas sa production. Quels seront le nouveau prix et la quantité produite sur le marché? Quel est le bénéfice de Perrier? Quel est le profit de Perrier et d'Evian? Alors, si Perrier augmente sa production de 1 million de litres, la production totale alors est maintenant donc de 5 millions. Du coup, le prix va changer, le prix va quitter. Donc, si c'est 5 millions la production totale, le prix sera alors de 5 euros par litre. Si le prix est de 5 euros par litre, on sait que Perrier alors va produire 3 millions puisque l'autre produit 2 millions, lui il décide de produire 1 million de plus, donc ça va faire 3 millions. Donc pour Perrier, ça fait 3 millions fois 5 euros qui seront les recettes totales, moins les 1 million comme coût fixe, et puis moins les 6 millions comme le coût variable. Donc ça lui fait total d'un bénéfice de 8 millions. Alors qu'il vient va tomber
C'est-à-dire que les recettes totales, cette fois-ci, ne seront plus de 12 millions, mais de 10 millions. Il paye les mêmes coûts. Donc, son bénéfice maintenant de 5 millions. Donc, il y a 2 millions qui sont perdus. Alors que Evian gagne 1 million de plus. OK? Donc, il y a une perte totale de 1 million de dollars quelque part ici. Le fait que Evian a décidé Evian a gagné 1 million, mais l'autre a perdu 2 millions. Alors, petit 3, et si Perrier augmente sa production de 3 millions de litres et Evian ne change pas sa production, quelle serait sa production et ses bénéfices par rapport à ceux de la question 2? Donc maintenant, c'est que Perrier va augmenter sa production de 3 millions de litres. Donc ils étaient ici avant. Ouais, ils étaient ici avant. Oh non, qu'est-ce que je raconte? 4 millions de litres pour 6 euros. OK. Pour 6 euros, 4 millions de litres. Donc, chacun produisant 2. Maintenant, si Perrier veut augmenter donc de 2, non, c'est ici, pardon, de 2 à 5 maintenant, il veut augmenter de 3, donc de 2 à 5, donc ça va faire au total donc de 7. OK? Donc, lui, il va produire 5 millions de bouteilles et Evian va produire 2 millions de bouteilles, donc ça fait 7 millions de bouteilles. Donc, le prix de vente sera alors de 3 $. Alors, où est-ce que je fais le calcul? 3 euros, pardon. Si Perrier augmente sa production de 3 millions de litres, la production totale est de 7 millions de litres et le prix est de 3 euros le litre. Et Perrier produit alors 5 millions de litres et a donc un bénéfice de 5 millions fois 3, moins 1 million, moins donc 5 millions fois 2 aussi, ce qui lui fait 4 millions d'euros. Mais là, il a décidé de produire plus, mais son revenu a baissé considérablement. Donc, ce profit est inférieur à celui de la question 2, ce qui implique que, bien que Perrier soit incité à augmenter quelque peu sa production, il n'est pas incité à augmenter la production fortement. Okay? Ici, il a augmenté un peu, il a gagné 1 million. Mais s'il en augmente plus, il baisse, même sa production peut baisser, et son bénéfice peut baisser. Alors, que vous disent vos résultats sur la probabilité de tricher dans de tels accords? Étant donné que chaque entreprise peut augmenter considérablement ses bénéfices en augmentant sa production, la probabilité de tricher est élevée. Okay. On peut tricher juste un tout petit peu, mais pas beaucoup non plus. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? OK. Le dernier 6, c'est J'ai aussi une pour question fixer. là, s'il vous plaît. Oui. Que veut dire tricher dans quel sens tricher? Je comprends pas. C'est dévier, ne pas respecter l'entente. C'est-à-dire l'entente est qu'on forme un cartel, on va produire chacun 2 millions de bouteilles d'eau sur le marché. Et voilà, quelqu'un peut décider de produire 3 millions. S'il n'y a pas une autorité de régulation qui surveille vraiment la quantité de production, la quantité que chaque entreprise a produite, on ne saura jamais. Donc, il y a des entreprises qui peuvent dévier vraiment de l'entente et produire plus de produits sur le marché et déverser. Et le prix va baisser. Et on va peut-être mettre ça sur le dos peut-être d'un choc ou, je sais pas, d'une crise de corona qui a fait que les prix ont baissé, mais c'est pas vraiment ça. C'est parce que la demande et l'offre a été trop élevée. Okay, donc, s'il y a une autorité de régulation, ça peut vraiment inciter chaque personne à rester fidèle ou à respecter son engagement. OK? Ok. Merci. Bienvenue. Alors, cet exercice, c'est vraiment aussi pour fixer encore des idées sur ce qu'on connaît un peu. Il n'y a pas grand-chose. La différence entre la concurrence monopolistique et la concurrence pure et parfaite, c'est un peu ça. Donc, à long terme, il n'y a pas de différence entre la concurrence monopolistique et la concurrence pure et parfaite. Discuter si cette affirmation est vraie, fausse ou ambiguë pour les variables suivantes. OK. Parce que la concurrence monopolistique, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, mais
ils peuvent former un cartel, par exemple. Ils sont pas aussi, c'est pas vraiment de la concurrence pure et parfaite. OK. Alors, on parle du prix facturé. Donc, il n'y a pas de différence au niveau du prix facturé au consommateur entre la concurrence pure parfaite et la concurrence monopolistique. Bon, c'est faux. Okay? Parce que le prix facturé au consommateur est plus élevé en concurrence monopolistique qu'en concurrence parfaite. Toutes les entreprises dans un marché parfaitement concurrentiel facturent un prix égal au coût marginal et égal au coût total moyen. Le point le plus bas, donc sur la courbe du coût total moyen. Et l'entreprise représentative dans une industrie monopolistiquement concurrentielle facturera un prix qui est supérieur au coût marginal et supérieur au coût total minimum. Parce que c'est comme dans le cas du cartel, par exemple, où ils s'entendent pour vraiment facturer un prix qui n'est pas nécessairement le minimum donc, du coût moyen. Donc, dans ces contextes donc, de concurrence monopolistique, on peut toujours encore avoir un profit positif. Alors qu'en concurrence pure et parfaite, le profit est totalement nul. Il n'y a pas moyen de pouvoir soutirer le surplus du consommateur. Il n'y a pas moyen. Alors que en concurrence monopolistique, tant qu'on réalise que le consommateur est prêt à payer encore quelque chose, on peut encore augmenter le prix pour qu'il puisse pour lui soutirer totalement son surplus lorsqu'on est vraiment dans un cadre de monopole parfait. Okay, donc, la concurrence monopolistique est comme entre la concurrence et en même temps le monopole. Donc, ce n'est pas totalement la concurrence et ce n'est pas totalement aussi le monopole. Okay? Le petit 2, c'est le coût total moyen de production. Est-ce que le coût total moyen de production pour la concurrence pure et parfaite est la même chose pour le coût total moyen de production pour les monopoleurs? Donc, le coût total moyen des producteurs est plus élevé pour une entreprise qui est en concurrence monopolistique que pour une entreprise qui est en concurrence pure et parfaite. Pour une entreprise parfaitement compétitive à long terme, il n'y a aucun moyen d'abaisser le coût total moyen de production. Il produit au minimum du coût total moyen. Alors que les entreprises qui sont en monopole ont toutefois une capacité excédentaire. C'est-à-dire, s'ils devaient produire plus, ils pouvaient réduire leur coût total moyen, mais cela entraînerait une réduction du profit ou une perte. Okay? C'est-à-dire que même dans les cartels qu'on venait de voir tantôt, le coût total moyen, bon, ici, il n'y a pas, on n'a pas mis le coût total moyen, mais ça dit simplement que on peut toujours, on est à la recherche vraiment d'un profit positif dans ces contextes. Donc, ce qu'on fait, c'est que en concurrence pure et parfaite, soit vous minimisez vos coûts ou bien vous essayez de maximiser le profit qui va être nul, bien entendu. Alors qu'en concurrence monopolistique, ce qui se passe, c'est que s'il vous faut même embaucher des travailleurs qui vont vous coûter très cher pour avoir un profit plus élevé, ben vous allez le faire. Vous souciez pas du coût. L'essentiel, c'est que si vous allez vendre plus élevé et avoir un profit plus élevé, tant mieux. Alors que la concurrence pure et parfaite, c'est que le profit est nul déjà. Okay. C'est que le profit est nul et que le prix est déjà connu. On n'a pas la même mise sur le prix. Donc, là où ça se joue en concurrence pure et parfaite, c'est qui va pouvoir baisser son coût de production. Donc, celui qui sera capable de produire au minimum du coût, c'est celui qui va pouvoir produire. Ce qui fait qu'en concurrence pure et parfaite, on est efficace dans le sens qu'on produit à un coût minimum. Effectivement, les ouvriers sont aussi rémunérés à leur productivité marginale, donc au salaire qui est réellement égal au prix, okay, à la productivité marginale. Alors que dans la concurrence monopolistique, c'est que, vu qu'on peut modifier le prix, nous, donc si on embauche des travailleurs plus qualifiés, c'est-à-dire que le coût est élevé, on va le répercuter, on va le récupérer sur le prix. Donc, le coût n'est pas
le coût n'est pas toujours donc un coût minimum. OK? C'est encore ça. La troisième question, l'efficacité du résultat du marché. Oui, sur ce point, bon, on ne peut pas le savoir. OK? Le résultat du marché en concurrence parfaite est clairement efficace. OK? Le prix est égal au coût marginal. Voilà ce que je disais tantôt. Le prix est égal au coût marginal parce que le profit est nul. L'entreprise veut produire plus de production à un prix auquel les consommateurs veulent acheter, donc plus de production. Donc, on achète beaucoup plus parce que le prix est égal au coût marginal. Il n'y a pas de profit excédentaire. Et donc, ça fait qu'on arrive à produire plus. Autrement dit, aucun commerce mutuellement avantageux entre les consommateurs et les producteurs ne reste inexploité. L'efficacité de la concurrence monopolistique est cependant ambiguë. Dans le résultat du marché, le prix dépasse le coût marginal. Il y a donc des transactions efficaces qui restent inexploitées dans ce cas. Mais les consommateurs bénéficient également d'une variété de produits qu'offre la concurrence monopolistique, ce qui n'est pas le cas sous une concurrence parfaite. Okay? Donc, on sait bien qu'en termes de production, quantité produite, la quantité produite en concurrence pure et parfaite sera plus élevée que la quantité produite sur un marché qui est monopole ou bien en concurrence monopolistique. Mais cependant, vu que les Evian, par exemple, Evian et Perrier se font la concurrence, enfin, s'ils se font une concurrence monopolistique, dans ce cas, chacun va mettre son étiquette sur sa bouteille. Donc, il y a les bouteilles qui seront Evian, il y a les bouteilles qui seront Perrier. Et ben, ils vont aller même jusqu'à modifier un peu la qualité de l'eau. Par exemple, si vous goûtez SK, c'est différent de... Bon, je ne connais pas les autres bouteilles, mais les autres ont un goût un peu bizarre, alors que SK, un peu comme les goûts de... je ne fais pas la publicité, hein, le goût un peu différent. Donc, ce qui fait que les clients, comment je vais dire, l'utilité ou bien ouais, c'est l'utilité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'est l'utilité, mais le plaisir retiré vraiment de la consommation des biens va augmenter parce qu'il y a une diversification vraiment des biens. Donc, chaque consommateur va pouvoir consommer le bien qui lui procure une meilleure utilité. Mais en termes de quantité, vraiment, la concurrence pure et parfaite est meilleure. Okay. Et le bénéfice typique maintenant de l'entreprise à long terme, bon, bien entendu, le bénéfice à long terme, on sait déjà, même si on n'est pas à long terme, même à court terme, la concurrence pure et parfaite n'a pas de bénéfice, c'est nul. Maintenant, la concurrence monopolistique, c'est qu'à long terme, on sait que bon, d'autres entreprises vont encore entrer sur le marché, c'est qu'ils vont saturer vraiment, donc le bénéfice sera aussi nul. Donc, ce qui fait que c'est vrai, au niveau du bénéfice à long terme, ben, ça ne changera pas. Donc, selon ces critères, l'énoncé est vrai. Des entreprises parfaitement compétitives et les entreprises monopolistiquement compétitives ne réalisent aucun profit à long terme. Voilà. L'entrée ou la sortie de l'industrie élimine tous les bénéfices. À cet égard, une concurrence parfaite, une concurrence monopolistique sont similaires à long terme. À long terme, bien sûr, à long terme. C'est important de le préciser. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi le bénéfice à long terme en concurrence monopolistique va être le même qu'un bénéfice va être égal. En fait, pourquoi il va être égal à zéro à long terme? Oui, c'est toujours le même principe. Tant qu'il y a un profit positif, ça va attirer d'autres entrepreneurs qui vont entrer sur le marché jusqu'à ce que le prix diminue pour être égal au coût total moyen ou au coût marginal. Donc, un profit nul aussi. Même si on a une concurrence monopolistique? Oui, enfin, on a ouais, je vois un peu votre question maintenant. On a une concurrence monopolistique aujourd'hui, mais à long terme, va se traduire par une concurrence à la fin. Parfait. Ah, OK. Parce que si ça perdure dans le temps, d'autres vont entrer et puis le marché va être saturé aussi. Donc, je comprends votre question. C'est pas que ça va demeurer concurrence monopolistique à long terme.
J'ai juste une petite question. Pour le fait que le profit à long terme dans un monopole, il tende vers zéro, le prof, il avait parlé de recherche de rente. OK. Le fait qu'il soit prêt à payer jusqu'à tout son profit, en fait, pour conserver le pouvoir monopolistique. Ouais, Sauf qu'il nous avait expliqué que c'était un peu ambigu comme position. ouais, je ne sais pas si... je sais qu'on a des exercices sur l'implication du gouvernement dans l'intervention du gouvernement. Mais la rente, c'est vraiment... Donc, l'idée, c'est euh, OK, vous voulez conserver le marché et puis vous voulez payer. Ça pourrait être aussi des lois euh, qu'on pourrait faire voter, par exemple, à l'Assemblée pour que ce secteur reste unique. Par exemple, je sais que Hydro-Québec est le seul qui produit l'électricité au Québec. Donc, combien Hydro-Québec est prêt à payer, à verser? Est-ce que c'est une entreprise publique ou privée? Ou bien, je pense que c'est parapublic, hein? C'est public. C'est public, OK. Gaz métro est parapublic. OK. OK. Donc, ils sont prêts aussi à payer quelque chose, les entreprises parapubliques, par exemple, à déverser quelque chose au gouvernement pour conserver le secteur monopole, mais dans la vraie vie, cette rente, bon, ne sera pas nécessairement la différence entre ce qu'il gagnerait, son surplus et puis la concurrence pure et parfaite. Sinon, ben, il y a une indifférence parce que si vous devez tout donner, bon, vaut mieux laisser les autres entrer et puis vous aurez tous des profits nuls, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que, Oui, monsieur, en fait, j'aurais une autre petite question. Est-ce que, en fait, c'est pas tellement une question par rapport aux exercices, mais ça serait pour comprendre deux concepts que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Ce sont les économies d'échelle et les économies de gamme. les économies d'échelle, la notion d'économie d'échelle, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, les économies d'échelle, je vais prendre quel exemple? Hmm, supposez que, bon voilà, les exercices sur les disquettes où vous produisez, c'est-à-dire que quand vous produisez 1000 disquettes par exemple, ça fait que vous payez en fait un loyer de 50 000 et tout, euh, ça fait que Que, oui, est-ce qu'en fait, ça voudrait juste dire que le volume qu'on va vendre va comme amortir nos coûts exactement. fixes? Ok, C'est ça en fait, parfait. c'est l'idée en fait. Et Quand on augmente, ça vient amortir en fait nos coûts. Et puis, même au-delà de ça aussi, c'est que euh, on devient efficace dans le sens que, euh, je veux dire, on utilise les mêmes procédés, par exemple, se dupliquer, par exemple. Donc, on peut se dupliquer pour toujours occuper les parts de marché. Et, mais au départ, on avait dépensé, il y avait un coût d'entrée assez élevé. Donc, comme le coût d'entrée est assez élevé, vu qu'on on produit maintenant beaucoup, donc avec l'économie d'échelle, en fait, j'utilise la même expression pour l'expliquer. Avec une grande production, on amortit un peu les coûts d'entrée ou bien les coûts fixes. C'est ça, en fait, la notion d'économie d'échelle. ok, parfait. Est-ce que ça voudrait dire que même si notre coût marginal par unité, il commence à baisser, on pourrait encore aller chercher justement un avantage C'est ça. en produisant plus, même si le coût marginal est en train d'augmenter? Ah non, ça commence à Non? augmenter. C'est là, on n'a plus l'économie d'échelle. Quand le coût Ok, marginal ok, augmente, parfait. c'est ça. Quand le coût marginal augmente, c'est qu'il n'y a plus l'économie d'échelle. Parce que l'économie d'échelle vient parce que au départ, les mécaniciens, pourquoi je parle des mécaniciens? Ouf, je suis allé dans l'automobile. Donc, les ouvriers qui, dans la fabrication de l'automobile, donc ils sont encore à leur début.
Donc, les premiers automobiles qui sont fabriqués demandaient beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, alors qu'au fur et à mesure qu'ils sont habitués, donc les dernières automobiles qui sont produites sont quand même, ils sont beaucoup plus efficaces dans les dernières fabrications. Donc, il y a un coût marginal qui devient plus faible et donc ils gagnent en économie d'échelle. Ok, parfait. Et l'économie de gamme, ça serait quoi? Pardon, il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler? Oups, non, je pense que c'est moi qui ai fermé sans le savoir. Économie de gamme. Bon, sans vraiment mentir, je n'ai pas eu à, je ne sais pas s'il a traduit l'expression de l'anglais, mais je ne connais pas vraiment. Mais je peux donner une idée de réponse. Ça renvoie simplement à ce qu'on a, ce que je disais tantôt, qu'on peut, on peut faire de la discrimination, à faire en sorte que pour le même bien, vu que je suis le même producteur, vu que j'ai deux types de clientèle, alors ce que je vais faire, c'est que je sais qu'il y a certains clients qui sont disposés à payer un prix plus élevé, d'autres sont disposés à payer un prix plus bas. Alors, ce que je vais faire, deux gammes de biens pour ces deux types de clientèle pour pouvoir toujours avoir toutes les parts du marché. Parce que si vous fabriquez juste des voitures de luxe, alors qu'il y a une population quand même il y a une part qui ne sont pas prêts à conduire des voitures de luxe et tout ça, ils veulent juste quelque chose de modeste, bien, vous allez les perdre. Donc, une autre entreprise qui va fabriquer des produits, des voitures modestes, va pouvoir gagner ça. Donc, vous, ce que vous faites, c'est que vous fabriquez les mêmes voitures donc, qui sont haut de gamme, et puis les mêmes voitures qui sont modestes. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, pour le même modèle, donc, je ne sais pas, CX-9 pour Mazda, il y a le Touring, donc en même temps qu'il y a les simples, en même temps qu'il y a les sièges en coton, en même temps il y a les sièges en cuir. Donc, c'est ça en fait. Donc, l'économie de gamme, je présume, je pourrais aller sur Google, allant sur Google pour voir, parce qu'il ne faut pas, en termes de connaissances, il ne faut pas aller vous blaguer. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, bien sûr. Je ne l'ai jamais eu. Moi, j'ai fait toute mon économie en français. Du coup, je ne sais pas si c'est... Les économies de gamme sont des économies provenant des productions jointes. Bon, je ne sais pas. Les économies d'envergure ou économies de gamme sont des économies provenant des productions jointes. Elles existent lorsqu'une seule firme produit de manière plus efficace des quantités données d'au moins deux biens que deux firmes séparées. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. OK? Et Donc, est-ce que les deux vont faire que le coût total moyen il va être réduit par rapport à une situation qui ne serait pas monopolistique, par exemple? c'est juste, par exemple, vous voyez, là, je vais prendre encore mon exemple donc, de Mazda CX-9. Vu que, supposez que Mazda fabrique le CX-9 vraiment avec des sièges en cuir. OK. C'est-à-dire que supposez qu'une autre entreprise aussi veut fabriquer la même voiture, mais avec des sièges en tissu. OK. Cette deuxième entreprise va dépenser encore de l'énergie pour d'abord apprendre à faire le modèle de Mazda, tous les appareils, tout le reste qui sont identiques, le moteur identique et tout, juste changer le siège en cuir. Alors que si c'est les ouvriers de Mazda qui allaient produire encore le même bien, ils vont produire plus efficacement. Okay? Ce qui fait que le coût que cette seule entreprise va dépenser, voilà, je pense que voilà, il y a la formule de Romain d'abord, c'est ça. Donc, c'est fait que le coût que l'entreprise va dépenser à fabriquant le produit, donc le type 1 et puis le type 2, sera plus petit que le coût s'il fabriquait juste le type 1 et puis une autre entreprise fabriquait le type 2. C'est ça. Donc, il y a une sorte de le coût, un gain sur le coût. Donc, je pense que c'est à peu près ce que vous avez expliqué aussi. On gagne un peu en termes de coût total, mais pas coût marginal.
Mais bon, ça peut se refléter aussi au niveau du coût marginal, mais par définition. En fait, j'avais demandé pour le coût total moyen. Ah, OK. OK, oui, c'est ça. On gagne sur le coût total moyen. Est-ce que concrètement, ça pourrait être aussi, par exemple, un fermier, parce que là, je vois qu'il parle d'agriculture en dessous, par exemple, quelqu'un qui a des moutons pour vendre de l'agneau, de la viande, et qui exploiterait en même temps la laine, par exemple? Exact. Ok, Bien, parfait, ou c'est bon. bien faire l'agro-pastoral. Donc, en même temps, on utilise les fumiers pour aller mettre donc, dans les, donc, pour servir d'engrais pour pour le, pour les plantes. Alors que s'il fait juste l'élevage, ben, il va peut-être jeter ou bien il va vendre peut-être le fumier à quelqu'un, un agriculteur. Du coup, les coûts pour l'agriculteur pourront être élevés, quoi. Donc, c'est essentiellement ça. On réduit les coûts en faisant Parfait. les deux productions. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue. OK. Bon. Je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, on se dit donc la semaine prochaine, pour le prochain labo, je vais attendre que vous fassiez le coup le vendredi, et puis je vais vous envoyer les fiches. OK. Donc, bon après-midi Merci à tout le monde. Pamela, bonne semaine. Bye bye. Au revoir, monsieur. Au revoir.